Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment sur cette édition Expresso. J'aurai le plaisir d'animer, cette conférence débat avec Aziz. On est toutes les 2 bénévoles, à Jet d'encre. On va passer un bon moment car on a le plaisir d'avoir parmi nous cet après-midi Marine, qui est bénévole à Avenir Climatique, et Nicolas, qui est lycéen et qui est citoyen tiré au sort de la Convention citoyenne pour le climat, C'est ça. dispositif assez inédit en France, on y reviendra. Donc on va parler du type d'actions qui peuvent être mises en œuvre, de la prise de conscience individuelle à la proposition de règles collectives. Donc, on va commencer par Marion qui va poser des questions à nos intervenants et intervenantes. Et ensuite, à la fin, vous aurez 20 à 30 minutes pour poser vos questions. Donc, il y a un chat sur le Discord du Festival Expresso. Il y a un canal qui s'appelle Conférence Débat sur lequel vous pouvez poser vos questions et je m'occuperai de les transmettre aux intervenants à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions pendant tout le live, comme ça, vous pourrez les trier et ce sera plus simple à la fin. Et si les questions d'autres journalistes jeunes vous intéressent, mettez un pouce en haut sur le message. Comme ça, je peux sélectionner les questions qui vous intéressent le plus. Voilà. Cool. Du coup, on va faire place aux présentations. Donc assez brièvement, Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter dans un premier temps, la Convention citoyenne pour le climat? Et on aura le temps d'y D'accord. revenir en détail après, hein. Alors, la Convention citoyenne pour le climat, il faut savoir d'abord que c'est un événement inédit. Inédit parce qu'on n'a jamais fait ça en France. Le but était de donner la parole au peuple pour un sujet assez important qui est l'environnement, les problèmes environnementaux. Donc, on a tiré 150 citoyens au sort, 150 citoyens français, le tirage au sort, en respectant les classes sociales, pour vraiment qu'il y ait un mélange et faire en sorte qu'il y ait une mini-France qui soit représentée du coup au Palais de l'Iéna, au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, pour du coup débattre sur les problèmes environnementaux et mettre à la fin des mesures qui pourront réduire de 40% les gaz à effet de serre, les gaz d'ici 2030 par rapport à 1990. Super, merci. Est-ce que Marine, tu peux nous présenter Avenir Climatique, s'il te Oui. plaît? Du coup, Avenir Climatique, c'est une association qui est principalement composée de jeunes et d'étudiants, qui souhaitent agir dans la lutte, contre le réchauffement climatique de manière optimiste. Donc du coup, nous sommes des bénévoles qui sont répartis sur tout le territoire national avec, des branches locales qui prennent aujourd'hui pas mal d'ampleur, donc l'Île-de-France, Lyon, Grenoble et Brest. Je le développerai plus précisément par la suite, mais le principal objectif de l'association, c'est de faire des enjeux énergie-climat une priorité nationale sur le territoire, et ce par le biais de la sensibilisation. Très bien, merci beaucoup. Du coup, on va commencer, par parler un peu des enjeux de sensibilisation, qui sont particulièrement importants. Donc Marine, pourquoi Avenir Climatique, a choisi d'avoir cet axe de formation et de sensibilisation? Comment ça se passe? Quelles sont vos actions? Et éventuellement aussi, quelles difficultés, enjeux vous rencontrez? Si tu peux nous parler peut-être aussi de la réaction du public, vous formez? Voilà. OK. Donc tout d'abord, il faut revenir sur le pourquoi est-ce qu'on sensibilise. Aujourd'hui, on peut faire, 2 constats qui sont plutôt simples. D'une part, il y a une urgence écologique qui est là, on le sait, tout le monde le sait, mais en parallèle, on a une transition, qui n'est pas assez rapide. Et ce, malgré, toute la bonne volonté, des gens et les gestes individuels, qui augmentent, mais qui en fait ne sont pas suffisants. Et à titre d'exemple, en fait, et ce qui est le plus révélateur, c'est que, aujourd'hui, si on reste sur le territoire français, un Français moyen, il émet environ 10 à 11 tonnes, de CO2 équivalent, par an. Alors même que pour une neutralité carbone, donc c'est-à-dire émettre moins de gaz à effet de serre que ce que la Terre peut absorber naturellement pour limiter le réchauffement climatique, il faudrait être à 2 tonnes de CO2 équivalent par an. Donc en fait, on a encore énormément d'efforts à faire. Et comme je le dis, ces efforts-là, ils sont pas, c'est pas que les gens ne veulent pas le faire, c'est que des fois, ils ont pas les clés ou tout simplement, il y a des freins à l'action. Et ça, c'est le deuxième constat, c'est, il existe vraiment de nombreux freins, à l'action, qu'elles soient, individuelles ou collectives. Or, nous, on considère que la sensibilisation, elle va permettre de lever ces freins-là et même, va agir comme un peu un terreau à pouvoir développer ces actions et les futures actions. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, il y a des réactions qui sont très humaines quand on parle de la lutte contre le changement climatique.
Et la première réaction et le premier frein, c'est vraiment la distance qu'il y a entre nous et le climat. Il faut vraiment avoir à l'esprit que le climat, c'est une notion qui est complexe, qui est scientifique et qui est difficile à appréhender. En fait, le climat, faut se dire que c'est quelque chose de très abstrait, c'est loin de moi, c'est invisible, c'est des problèmes qui ne me concernent pas ou qui ne me concernent pas directement. Et toutes les notions liées au réchauffement climatique sont un petit peu comme ça. Quand on parle de CO2, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. L'effet de serre, c'est quelque chose qui est qu'on connaît vraiment de plus ou moins loin partout aujourd'hui. Mais en fait, le CO2, ça reste invisible, ça reste inodore, et c'est même essentiel pour le fonctionnement de la planète. Donc c'est complètement humain de ne pas laisser place à l'incertitude, et ça mène même à penser que le climat, c'est un problème qui est complètement hors de notre portée. Et c'est aussi prendre conscience du réchauffement climatique, c'est accepter de se tromper. Et alors là, c'est quand même un peu plus compliqué. C'est-à-dire que prendre conscience aujourd'hui des actions et des postes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est prendre conscience que toutes ces années avant ça, on a peut-être favorisé des actions en faveur du réchauffement climatique. Donc c'est quand même un frein assez important. Et il y a aussi tous les risques qui sont perçus par les gens qui ont peut-être très envie de se lancer dans des actions pour lutter contre le réchauffement climatique, mais qui se posent tout un tas de questions. C'est-à-dire, je ne sais pas, si je prends mon vélo au lieu de prendre ma voiture, est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que ça a vraiment un impact? Est-ce que physiquement ça va être possible? Est-ce que je suis capable, moi, de prendre mon vélo tous les jours au lieu de prendre la voiture, et ce, malgré une météo qui peut être changeante? Est-ce que c'est socialement accepté? C'est-à-dire que si tous mes collègues prennent leur belle voiture pour aller au boulot et que moi je prends le vélo, comment ça va être perçu? Et psychologique. Est-ce que je suis capable mentalement de changer des choses dans mon mode de vie? C'est aussi ne pas se reconnaître dans certains combats avec des valeurs différentes. On a tous des chemins un peu différents de vie, des éducations différentes, des croyances différentes. Donc la lutte contre le réchauffement climatique, c'est vraiment des choses qui sont à se réapproprier. Et la sensibilisation, ça permet vraiment de vulgariser très simplement des notions et des mécanismes qui sont très complexes. Et ça permet de lever une première barrière qui est autour de la méconnaissance. La sensibilisation, ça apporte aussi des pistes de réflexion sur les priorités, sur l'efficacité ou l'inefficacité de certaines actions collectives et individuelles, ce qui est simple à mettre en place, ce qui est difficile à mettre en place, et ce qui ne vaut pas le coup ou ce qui vaut le coup de mettre en place. Ça permet aussi de rassurer et vraiment d'orienter les personnes qui hésitaient à sauter le pas. Donc, pour en revenir un petit peu à Avenir Climatique, il y a vraiment plusieurs modes de sensibilisation, mais qui sont toujours imaginés et animés par les bénévoles. Je dirais que le cœur de l'association, c'est vraiment l'académie. Donc l'académie, c'est une formation qui se fait sur 1 an, donc qui est libre, qui est gratuite. Et sur 4 week-ends, en fait, on permet aux participants de devenir des conférenciers et des conférencières sur les enjeux énergie-climat. L'objectif étant que ces conférences, après, elles soient animées partout en France par la suite. L'académie, c'est quelque chose qui marche très très bien aujourd'hui. On a plusieurs milliers de personnes qui ont été sensibilisées via tous les conférenciers. C'est très apprécié en tout cas, et ça marche plutôt bien. On est vraiment sur de la vulgarisation, donc vraiment tout le monde peut participer à l'académie et peut participer aux conférences qui sont animées. C'est des choses qui sont très simples et qui sont très bien expliquées. Le deuxième cœur d'action d'Avenir Climatique pour la sensibilisation, c'est vraiment le bilan carbone. Donc, l'association a développé des outils de bilan carbone. Donc, un premier sur le bilan carbone individuel qui s'appelle le MICMAC et qui permet vraiment d'identifier les postes les plus émetteurs en gaz à effet de serre et comment agir sur nos modes de vie par rapport à cela. Ça permet aussi de reconnaître les actions qui, à l'inverse, sur lesquelles il est très difficile d'agir individuellement. Donc ça donne vraiment des pistes d'orientation pour ceux qui souhaitaient s'intéresser pour la lutte contre le réchauffement climatique. On a aussi dans les bilans carbone donc le projet PCC, donc projet Carbone Campus, et en fait on accompagne les universités, ou en tout cas on forme des personnes à accompagner les universités dans leur bilan de carbone établissement. Et le dernier, donc, qui s'appelle EduClimat, donc c'est le projet dans lequel je suis bénévole. Donc, on fait de la sensibilisation des plus jeunes donc, aux énergies climat et énergétiques. Donc, ça va du primaire au secondaire. Donc, en fait, on fait essentiellement de la formation de formateurs. On forme donc des professeurs, des animateurs, des éducs spécialisés. On a pas mal d'éco-délégués qui s'y intéressent.
Alors on leur donne tout un tas d'outils qui permettent de sensibiliser au sein de leurs établissements ou auprès de tout public jeune autour d'eux. L'objectif d'Avenir climatique, c'est vraiment de pouvoir expliquer le climat, mais de la manière la plus simple possible et au plus grand nombre pour que chacun se sente légitime d'agir. C'est vraiment la question de légitimité qui est la plus importante. Super. Merci pour cette, réponse, très, très complète. Heu, Nicolas, est-ce que toi, tu es lycéen, donc Ouais. lycéen tiré au sort dans la convention. Tu as été formé, informé pendant cette convention et du coup, j'aimerais savoir comment tu perçois, la formation au lycée sur les enjeux liés au changement climatique? Est-ce que ça te semble suffisant ou non? Alors, c'est une super question parce que, par exemple, quand j'étais à la convention, il y a le président de la République qui est venu. Donc quand il est venu, j'ai eu l'occasion de lui poser une question qui était: «Comment le gouvernement compte-t-il sensibiliser au maximum les collèges et lycées pour faire en sorte que ça devienne des lieux non seulement d'information, mais aussi d'expérimentation?» À la suite de cette question, il m'a répondu, donc il m'a parlé, comme tu as pu en parler Marine, des éco-délégués. Moi, il m'a carrément appris ce que c'était des éco-délégués, je ne savais pas ce que c'était. Donc je me suis dit: «Attends, c'est bizarre que, qu'on n'ait pas d'éco-délégués». Du coup, je suis retourné vers mon lycée. Mon directeur m'a dit: «Eh bien écoute, on a reçu un mail effectivement au tout début de l'année de terminale, comme quoi il fallait qu'on mette en place un système d'éco-délégués. Mais ça ne s'est pas fait parce que les professeurs trouvaient que c'était pas assez important pour, à mettre dans les emplois du temps, c'était assez compliqué, enfin ça a été mal disposé, donc ça ne s'est pas fait». Et je trouve ça dommage parce que finalement, puisque ça prouve que ce système d'écologie, cette notion écologique n'est pas assez rentrée dans les mœurs ou dans les codes de l'éducation. Du coup, on n'y sont pas assez sensibilisés, du coup, ils ne prennent pas le temps d'en parler, de sensibiliser les jeunes. Donc, à mon avis, enfin, la réponse que je vais te donner, Marion, c'est que les jeunes aujourd'hui ils sont totalement paumés sur un sujet qui est totalement complexe. Et si on continue comme ça ne va pas aller en grandissant. Il faut toucher au commencement d'une éducation en leur parlant, leur impliquant, leur inculquant cette notion écologique pour que plus tard, ça devienne un automatisme. D'accord, OK. Et l'autre question, c'est, du coup, pour revenir sur la convention, comment c'est donc vous avez été, formés, informés pendant 7 week-ends, en alternant des moments d'information et des moments évidemment de co-construction des solutions. Comment s'est passé ces temps d'information, avec des experts pluralistes face à des citoyens, on l'a dit, qui représentent la diversité de la population française, donc avec des connaissances qui ne sont pas les mêmes, des réactions qui ne sont pas les mêmes? Et donc quel est ton sentiment par rapport à ça? Enfin, comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, au tout départ, forcément, quand on est arrivé, il y en a qui étaient climato-sceptiques. On va dire plus dire que la moitié étaient climato-sceptiques et sont quand même venus parce qu'il y a ce côté, bon, on va voir comment ça se passe. Et puis, on ne savait pas que cette convention avait cet impact, avait pu être aussi être médiatisée, tout le truc. Et donc, quand on est arrivé, quand il y a eu les experts, et cetera, forcément, il y a eu, il y a eu un peu de chauffage parce que il y en a qui n'étaient pas forcément d'accord. Et au tout départ, on part plutôt sur un plan personnel. Au lieu de on n'était pas rentré forcément sur le plan de justice sociale personnellement, même si c'était le but, parce qu'on pensait d'abord à notre vie, à ce qui allait pouvoir se passer si on mettait telle mesure. Donc, au tout départ, tout le monde se tire le bourrichon parce que forcément, on n'était pas tous d'accord. Donc, dans l'hémicycle, ça peut créer certaines tensions. Mais au final, une fois qu'on est beaucoup plus sensibilisé à cette cause, il y a des mesures ou des choix qui vont être plus mis en avant et qui vont être beaucoup plus acceptés, même si on n'a pas forcément le même avis sur tel point ou on n'a pas le même avis politique sur telle chose. Donc, les experts, là où ils ont été très très forts, c'est qu'ils nous ont tous rassemblés sur une seule et même idée et qui était donc c'est pas ça, on parle pas de politique là-dedans, c'est vraiment c'est une seule et même idée qui c'est un fait et on a su tous se mettre d'accord sur certains points. Bon, bien sûr, il y a toujours un peu, il y a 2-3 à gauche, des mecs qui étaient pas forcément d'accord. Mais c'est réduit au fur et à mesure qu'on prenait en compte cette information et qu'on a pu être informé, sensibilisé à la cause climatique. D'accord, merci. Du coup, après j'ai une question sur, l'éco-anxiété. Quand on sait la réalité exacte, du changement climatique, ça peut être un peu violent, ça peut créer, voilà, du stress, de l'anxiété. Et j'imagine que vous avez dû gérer vous-même ou vu les autres ressentir, du stress, par rapport aux connaissances sur le changement climatique et du coup, quel est votre témoignage par rapport à ça? On peut peut-être commencer par Marine. Ouais, vas-y Marine.
Alors effectivement, je pense que la prise de conscience, elle peut être assez laborieuse et les émotions qui y sont liées, elles peuvent très vite devenir, envahissantes. On peut observer dans le public, sur lequel on sensibilise, même autour de nous, hein, quand on parle de climat, on peut observer des émotions différentes qui sont de l'angoisse, du découragement, de la tristesse ou complètement le contraire, donc de la motivation pour agir, de la détermination, voire, de la colère. En fait, il y a autant de réactions, que d'individus et c'est ça qui, dans les conférences, sont un petit peu, difficile, à appréhender. Et notamment à titre d'exemple, donc dans le projet du climat, lors de nos interventions dans les collèges, on proposait aux élèves de réaliser leur bilan carbone, familial personnel. Et ça a posé un certain nombre de problèmes qui nous ont été remontés notamment par les professeurs et qu'on a pu observer de toute manière. C'est que, les professeurs avaient du mal, avaient vraiment des difficultés à gérer les émotions, des élèves, et surtout, quand c'était les sentiments de culpabilité et c'était vraiment pas l'objectif. Mais c'est vrai qu'en prenant du recul, un enfant de 14 ans n'est absolument pas responsable du mode de vie, du ménage dans lequel il vit et on est complètement, différents, tous face aux actions, selon la famille, selon la culture, selon l'éducation, selon les croyances. Donc voilà, ça crée beaucoup d'inégalités, ça crée beaucoup d'inquiétudes. Donc en fait, on s'est complètement adapté, à ces angoisses-là et on a proposé un exercice qui était beaucoup plus impersonnel, beaucoup plus neutre. On a proposé en fait de faire des bilans carbone de personnages fictifs que nous on avait, créés. Donc l'exercice reste le même, donc ils arrivent à analyser le bilan carbone de personnages avec des modes de vie qui sont complètement différents et ils arrivent à la fin aux mêmes conclusions sur, les postes sur lesquels il faut agir ou non et ça marche beaucoup mieux. Et souvent, en fait, ils vont réaliser, d'eux-mêmes le bilan carbone personnel, chez eux. Mais, là, les réactions sont vraiment différentes parce qu'ils auront les clés de lecture suffisantes pour comprendre et quand on est tout seul chez soi, il y a moins cet aspect un peu, au collège de je me compare, avec les autres, un petit peu des railleries et cetera. Donc, c'est sur les enfants, ça a été assez révélateur, en fait, au niveau de l'éco-anxiété. Et de manière plus générale, je dirais que pour pas sombrer en fait dans le pessimisme, dans le défaitisme, c'est aussi, à nous de changer de regard un peu sur le dérèglement climatique. Il faut vraiment arriver à s'approprier, le combat et trouver un moyen de s'y identifier et pour ça, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des médias ou même dans la culture qui nous entoure, tous les jours, le climat et plus généralement l'environnement, ils sont décrits de manière très alarmiste, voire apocalyptique. Il suffit de regarder, les livres un peu de science-fiction, le cinéma et cetera. On est toujours sur des fins du monde, sur des choses un petit peu surréalistes, sur lesquelles des dystopies sur lesquelles on n'a pas du tout envie d'aller. Et même sur les réalités, quand on regarde aujourd'hui les quotidiens, il y a jamais vraiment des bonnes nouvelles sur le climat, qui peuvent arriver. Je dis pas qu'il faut complètement mentir, c'est pas du tout le message, mais je dis qu'il faut peut-être et on est un peu d'accord là-dessus sur réinventer, un récit un peu plus optimiste pour ceux qui ont besoin de s'y reconnaître, réinventer toute une culture autour de la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut vraiment donner envie de rejoindre cette lutte et enrayer un peu le déni et montrer que toutes les mobilisations ont de l'importance et qu'en y trouvant son compte, on peut vraiment agir soi-même, et que c'est vraiment, il n'y a pas de mode d'action, à défavoriser plutôt qu'un autre. Très bien, merci. Nicolas, voilà, est-ce que tu as vécu est-ce que tu as pu voir, des moments de stress et tout ça par rapport, enfin voilà, quel est Ouais. ton témoignage Alors en là-dessus? fait, quand moi, du coup, je suis arrivé à la deuxième session, parce que la toute première qui se passait en octobre, j'ai pas pu, j'avais des examens et du coup, j'ai débarqué à la deuxième session de la convention. Et en fait, quand je suis arrivé, donc un des garants de la convention s'appelle Cyril Dion, donc c'est le réalisateur qui a réalisé le film Demain, etc. Et il a dit une phrase qui était très juste. Il a relis la phrase d'un philosophe, Clave Hamilton, qui disait en soi, on est tous climato-sceptiques parce que la vague d'informations est tellement importante qu'on a du mal à la prendre en compte. Donc forcément, quand les gens ils sont arrivés sur ça, ça expliquait pourquoi il y en a qui étaient pas climato-sceptiques, parce qu'ils n'avaient pas forcément les modes d'information, ils n'avaient peut-être pas tout compris, donc c'est sûr, ça crée des trucs. Donc dès qu'il y en a qui sont arrivés et qui ont vu la vague de problèmes et ce qu'on leur demandait à faire, ce qu'on nous demandait à faire, donc déjà il y a la pression, et puis j'ai vu même des gens qui pleuraient. C'était assez bizarre à voir parce que, on se dit quand même, je veux dire, c'est au départ, moi quand j'ai vu que j'arrivais, j'en ai qui pleuraient, je dis: «Bon, bah, super l'ambiance quoi». Je veux dire, je comprenais pas tout de suite parce que j'ai pas encore pris en compte cette information. Il y en a qui pleurent pour le climat, je dis: «Oh». Et après dès qu'on voit vraiment, le truc, je dis: «Ah ouais quand même, là il y a un truc qui va pas» et je peux comprendre et c'est assez marrant à voir que les gens, i une vague d'émotions aussi forte par rapport vis-à-vis de ça et comme tu disais Marine, il y en a qui se sentent coupables. Il y en a qui disaient: «Ah merde, moi j'ai fait ça pendant tant d'années,
Quand je fais maintenant, c'est à cause de moi, c'est à cause des gens comme moi que c'est n'importe quoi. Du coup, c'est assez marrant de voir parce que du coup, ils s'impliquent d'autant plus pour réparer un peu, comme s'ils avaient fait une grosse connerie qu'il fallait la réparer absolument. Donc c'est quelque chose qui était, que j'ai vu, que j'ai constaté et qu'on peut voir encore à la convention, heu, à l'heure d'aujourd'hui. D'accord, ouais. Merci beaucoup. Maintenant, on va un peu parler des solutions, heu, pour, pour lutter contre le réchauffement climatique et plus particulièrement, du coup, du travail de la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que, du coup, tu peux nous parler de l'organisation de la convention et notamment comment s'est constitué ce panel de citoyens? Tu étais déjà un peu revenu, là-dessus et comment toi, par exemple, tu as été tiré au sort? Est-ce que tu as dit oui direct? Enfin, comment ça s'est passé? Et l'autre Alors question ouais, vas-y, réponds et après j'arrive. alors moi, comment ça s'est passé? Je vais commencer par t'expliquer comment j'ai été tiré au sort et après je t'expliquerai comment ça s'est mis en place. Alors en fait, donc j'étais un matin, je travaillais et tout et genre on m'a appelé et donc je vois 01 et tout, pareil, enfin, pour moi c'est de la pub quoi, mais bon, j'ai rien d'autre à faire, je réponds et là on me dit: «Écoute, bonjour, tu été reçu à la convention citoyenne pour le climat, tu été tiré au sort pour monter à Paris pour, un total de 6-7 week-ends et réduire de 40 les gaz à effet de serre». Le mec m'a tout étalé d'un coup et pour moi, au départ, j'étais je sais pas pourquoi, mais je me suis pas dit que j'allais pouvoir intervenir. Pour moi, c'était juste, une conférence où juste on me donnait les informations, mais moi j'étais, juste j'écoutais, quoi et au final, du coup, je dis: «Bon, écoutez, je vais réfléchir». J'en parle à mes parents parce qu'à l'époque, j'étais mineur et quand j'en ai parlé, mon père m'a dit: «Bah, écoute, rappelle, ça peut être intéressant, tu tu sais rien, machin». Du coup, je rappelle et ça, il me dit: «Non, en fait, vous êtes en tout cas, vous êtes 5 jeunes, 5 de moins de 18 ans et même vous les jeunes, on va vous donner la parole. Vous allez avoir autant de difficultés que les autres et vous allez pouvoir, exprimer vos avis, vous allez être écoutés et cetera» et c'est là où j'ai dit: «Là, ça peut être très intéressant». Donc j'ai dit: «Oui». Je lui dis: «Bon, mais ça me plaît pas, je partirai, hein, c'est pas vrai» parce que j'étais pas un activiste engagé, hein. Moi, j'écoutais un peu Greta Thunberg ou ce que faisait l'affaire du siècle, mais l'écologie, c'était pas mon passe-temps préféré. J'étais un peu comme tout le monde. J'étais un peu plus sensibilisé parce que j'avais mon père qui est à fond dedans, lui, produits ménagers maison, tout ça, le recyclage, c'est un truc qu'il aime bien. Mais du coup, quand j'ai dit oui, je suis arrivé du coup, c'était en novembre, je crois. En novembre, je suis allé à cette convention et j'ai vu d'une part que c'était beaucoup plus important, c'était que de ce qu'on me disait au téléphone et là, j'ai vu que je pouvais vraiment exprimer mes idées. Mais sur ce côté, comment on a été tiré au sort, bah, en fait, ils ont pris, je sais pas, je ferais pas vous dire le pourcentage. Ils ont pris tel pourcent de numéros fixes et tel pourcent de numéros de portable et ils ont tiré au sort, voilà, ils ont un système qui tire au sort en respectant, le sexe et l'âge. Et ils ont fait plusieurs tirages. Ils ont fait un tirage de 150. Il y a je dis n'importe quoi, il doit y en avoir 50 qui ont dit non parce qu'ils ne pouvaient pas. Du coup, ils ont refait un tirage, ils ont pris des autres. Mais par exemple, j'ai une amie à moi qui a dû faire un questionnaire. Elle a fait ce questionnaire, elle n'avait pas été prise, mais on l'a rappelé après pour dire qu'elle avait été tirée au sort. Tandis que moi, on m'a juste appelé. Donc il y en a qui ont pu remplir un questionnaire, et il y en a d'autres, on les a juste appelés et ils ont dit oui, tout simplement. Sachant qu'il y a du coup le sexe, l'âge, le type de territoire, le niveau de diplôme, C'est ça. heu, pays, enfin ville, rurale. Donc il y C'est a il y vraiment a plein de représenter une critères. mini-France. C'était une Voilà, mini-France le but, à représenter. merci et du coup, une autre question que peuvent se poser pas mal de gens, c'est quoi l'intérêt d'utiliser, un mini France, un panel de citoyens pour trouver des solutions dans un esprit de justice sociale? Sachant que, dans la mission de la convention, il n'y a pas que, trouver des solutions, pour réduire, de 40 les gaz à effet de serre. Il y a vraiment aussi cet aspect justice sociale, parce qu'on pourrait se dire que les solutions, on les connaît déjà. C'est ce que, Mmh. par exemple, Greenpeace avait dit au départ. Donc pourquoi pas directement les appliquer? Pourquoi passer par un dispositif de ce type? Eh bien, parce que c'est comme tu viens de dire, on pouvait très bien dire que les solutions, on les a déjà, on ne demande pas l'avis aux autres, ça vous convient pas, on s'en fout, on balance le tas. C'est sûr, si on fait comme ça va bourrin et surtout que ça va pas dans le sens des gens et les gens ne s'investissent pas comme ils devraient le faire, en tout cas. Donc le but de représenter une mini France, c'était de pouvoir avoir l'avis de la France, l'avis du peuple. Donc c'est-à-dire que, tu peux être chirurgien ou cuisinière dans une cantine d'école, ta parole ne sera pas plus légitime
parce que tu as un statut social plus important que ton voisin. C'était vraiment pour avoir l'avis de tout le monde. C'est pour ça qu'au début, il y avait des contrastes d'avis, des gens qui n'étaient pas forcément d'accord. Parce que on ne vient pas tous du même milieu, on n'a pas tous les mêmes croyances, comme tu l'as très très bien dit Marine, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous la même vision des choses. Mais au final, avec les experts qui étaient présents, on a su se mettre d'accord en respectant cette justice sociale, en respectant le côté, voilà, ce côté humain qu'apporte ce panel de 150 citoyens. Et justement, du coup, sur la délibération, comment ça a été, enfin, comment ça s'est passé? Comment les solutions, ont été, co-construites? Parce que la mission de la convention, c'est bien de présenter des solutions. Voilà, est-ce que tu peux revenir un peu sur l'organisation, de cette convention au niveau des solutions? Alors en fait, pour avoir cette solution, donc faut diviser, il faut que ce soit au maximum précis. Donc c'est pas qu'on a une idée, hop, c'est bon, elle est finie, première mesure. On s'est constitué en 5 groupes. Alors il y a se loger, se nourrir, produire et consommer et l'autre, je sais pas, je l'oublie, mais vous m'avez compris, c'est écrit normalement sur le diapo. Donc il y a 5 groupes. Dans ces 5 groupes, on est répartis, toujours au sort, hein. On est toujours basé sur le tirage au sort pour pas qu'il y ait de contraste, de dire: «Ah ouais, lui, il a été tiré, c'était machin», bref. Donc il y a ce côté, tirage au sort quand on présente de justice sociale et dès qu'on est dans un groupe, moi mon groupe c'est se loger par exemple. Donc on a fonctionné comme ça et ça fonctionnait exactement pareil dans les 4 autres groupes. On a une idée, concernant tel sujet, par exemple, nous c'était dans la construction des bâtiments, on était parti dans la branche, les appartements vacants. Qu'est-ce qu'on fait des appartements vacants ou des toits plats sur Paris, tous ces trucs comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y en a on réfléchit une demi-heure dessus en petits groupes de 4 à chaque fois. On donne des idées. Alors les appartements vacants, alors là-dedans, on peut mettre des plantes, on peut ouvrir les fenêtres pour véhiculer le CO2 qui traîne dans les villes. On peut faire des murs végétaux sur les bâtiments qui sont délaissés. Les toits, dès qu'on reconstruit un toit, il faut le faire en sorte pour qu'on puisse mettre des potagers dessus. Donc, c'est plein de petites idées qui, dès qu'on retravaille, donc dès qu'on a mis toutes ces idées sur un grand papier, on en parle dans le groupe, les 30 ensemble, on en parle, plus en îlot de 4. Et là, on essaye de formuler ça en une sorte de loi, une petite loi. Et on note ça sur un papier. Donc, première mesure, après, deuxième mesure, et ainsi de suite. Et après, tout ça, c'est retravaillé par les experts pour qu'ils les écrivent vraiment à leur sauce, quoi, pour que ça rentre vraiment dans un cahier des charges. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne pour établir une mesure. Merci. Et du coup, ouais, juste pour approfondir, sur ces solutions, alors on sait qu'aujourd'hui, elles sont pas publiques, elles restent confidentielles jusqu'à ce que la convention, qui n'a pas fini son travail à cause du confinement, et des Ouais. grèves, se réunisse le 19, 20, 21 juin. Ce sera le moment où vous adopterez les solutions et qu'elles seront rendues publiques et communiquées, au gouvernement. Mais du coup, est-ce que vous avez fait une contribution à la sortie de crise adressée à l'État? Et est-ce que tu peux du coup nous en parler de ça et puis éventuellement nous parler un peu de la nature des solutions? Enfin, voilà, sans rentrer dans les choses que tu ne peux pas dire, mais, voilà, Alors, tout ce que tu peux dire est bon à prendre je là-dessus. dis que ça va être très compliqué de rentrer un peu dans ce cas parce qu'en fait, ça aurait été un peu j'aurais pu en dire un peu plus sur les mesures qu'on a fait hors confinement, je parle. Parce que je suis un peu plus en ça, tandis que les mesures, on a fait un plan de sortie de crise. Parce qu'en fait, l'idée de ce plan de sortie de crise au départ, c'était, comme avaient pu dire certains journalistes, ils nous avaient dit, la convention a totalement été écrasée par ce problème de coronavirus. Donc ça a totalement tué au débat. Je veux dire, on n'avait plus aucune visibilité. C'était pas vraiment le top pour la convention, pour faire connaître la convention, etc. Et donc, toujours sur ce côté un peu de sensibiliser les gens. Du coup, on s'est dit, forcément, il va y avoir un plan de sortie de crise mis par l'État pour sortir de cette crise du Covid-19. On s'est dit, est-ce que ce serait peut-être pas le moment de mettre en place des mesures qui vont nous servir à sortir de la crise du Covid-19 tout en respectant ce problème écologique. C'est là où est né, donc c'est là où on a commencé à travailler. Donc on faisait des webinaires, donc toujours sur Zoom, hein, c'est des webinaires toujours en groupe, avec des dates et tout, et on a fait en sorte, on a mis en place ce plan de sortie de crise. Pour l'instant, je peux même pas rentrer un peu ou survoler les choses parce qu'il y a eu déjà un problème hier où un de nos gars a fait ça à un journaliste et il s'est fait tirer les oreilles. Donc je vais rester sobre, mais tout ce que je peux dire, c'est que ce plan de sortie de crise, il est là, d'une part, pour redonner de la vigueur à la Convention citoyenne qui a été écrasée par ce problème de Covid-19 et pour montrer que cette Convention citoyenne a un réel impact sur la société actuelle et sur ce qui se passe aujourd'hui
en France, mais aussi partout dans le monde, et donner un exemple. Et c'est comme une entrée. On va voir que si on voit que le plan de sortie de crise, il marche, il est bien, il plaît à tout le monde, il respecte la justice sociale, il est dans ce côté écologique, et que ça marche, on se dit, ah, les mesures que vont établir les 150 citoyens, donc qui n'ont rien à voir avec le Covid-19, hein, qui vont être remis au président de la République, ça va être génial. Et on se dit, ah, ça va être bien. Si déjà ça c'est bien, alors le reste, ça va être super. Donc c'est un coup de pub, mais c'est aussi un moyen de respecter ce qu'on essaye de faire depuis le 4 octobre 2019. En effet. OK, merci. Maintenant, on va faire un zoom sur Avenir climatique avant de revenir, peut-être, plus précisément sur l'avenir de la convention. Heu, Marine, du coup, quels sont les leviers d'action, que propose Avenir climatique ou peut-être que toi, personnellement, tu as envie de proposer pour agir individuellement et collectivement pour la transition écologique? Et l'autre, axe peut-être qui est complètement lié, c'est quel est le plaidoyer d'Avenir climatique par rapport aux actions à entreprendre? Et voilà. Alors, Avenir climatique ne prescrit pas d'action particulière. D'ailleurs, on n'est absolument jamais dans la prescription. L'objectif étant d'être le plus inclusif possible. Voilà. Après, on fait des préconisations et notamment la Big Conf, donc cette fameuse conférence qu'on nous apprend à animer. Elle donne des pistes et en fait, ça vient tout seul. Après, on se rend compte tout seul que sur chaque thématique, que ce soit la thématique alimentation, habitat, la thématique transport, en fait, il y a des choses qui vont de soi. On met en comparaison, quand on met en parallèle, en fait, les objectifs qui sont la stratégie bas carbone nationale ou, en fait, tout simplement, la limite des 1,5 degré qui est préconisée par le GIEC. Quand on met en parallèle les postes qui sont les plus émetteurs de notre quotidien, en fait, les choses, elles viennent toutes seules. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses qui reviennent toujours, mais les gens se re-questionnent beaucoup sur leur alimentation, sur, peut-être manger un peu plus local, un peu moins de viande rouge. Sur les transports, c'est surtout, en effet, développer un petit peu plus, les mobilités, douces, les transports en commun, ne plus prendre l'avion, limiter, les transports en voiture. Voilà, c'est tout un tas de choses qui viennent vraiment tout seuls, chez les gens et si les gens se sentent libres, en fait, de réaliser leurs propres actions, ça passe beaucoup mieux que si on atteint leur liberté au nom de la lutte du réchauffement climatique. En tout cas, c'est un des axes qui se voit assez souvent. Après, dans tout ce qui... faut pas oublier que tout ça, ça reste des gestes qui sont plutôt individuels. Et aujourd'hui, il y a quand même des verrous qui sont assez structurels sur la lutte contre le changement climatique. Et ça ne peut pas passer que par nous individuellement. Ça a du sens, beaucoup de sens, c'est-à-dire que les gestes individuels représentent aujourd'hui entre 25 et 45% du combat pour le réchauffement climatique dans la transition. Donc ça a son importance, mais il reste derrière tout le reste qu'il faut pas oublier. Et même si ça se fera collectivement, on a quand même des choses à faire. Donc le premier axe, c'est quand même de faire pression sur le système qui est dominant. Quand je dis pression, c'est pas faire pression de manière violente, ça existe. Et c'est pas des choses qu'il faut décrédibiliser, c'est une mode de mobilisation comme d'autres. Mais ça passe par la sensibilisation, ça passe par la formation, ça passe par la culture, ça passe par les actions de désobéissance civile, ça passe par les médias. Il y a tout un tas de canaux qu'on peut utiliser pour faire pression sur les politiques, sur les lobbies, etc., etc. Il y a un deuxième axe qui est de légitimer les alternatives. Donc en fait, voilà, une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on a dit qu'on veut changer, d'accord, mais qu'est-ce qu'on propose derrière? Et légitimer les alternatives qui existent, donc en fait, prouver qu'on peut vivre autrement et que c'est possible et que ça ne demande pas, entre guillemets, un retour en arrière, ce qui inquiète beaucoup les gens, en fait, un retour en arrière comme si l'idée de progrès ou comme si voilà, on régressait en quelque sorte. Donc c'est des choses qui sont importantes et surtout voilà, essayer de mettre en place le système qui est souhaité à la suite. Ça, ce sont des choses qui peuvent se faire qu'en collectif, pas qu'en individuel. Mais je dirais qu'il n'y a vraiment pas d'actions qui sont préconisées. En fait, vraiment l'important, je le répète, c'est d'y trouver son compte, notamment quand on sait qu'on n'est pas tous égaux face au réchauffement climatique et dans la lutte aussi contre le réchauffement climatique, les deux. Donc il faut vraiment, on n'est vraiment pas dans la prescription. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que les gestes individuels sont importants mais insuffisants. Et pareil pour le plaidoyer, on n'en a pas vraiment
Il y a pas de mobilisation à négliger ou à favoriser par rapport aux autres. Elles doivent toutes être considérées parce qu'elles ont toutes leur impact. Nous, on tente de participer aux actions qui rejoignent nos valeurs, donc les manifestations, les marches pour le climat, les actions de pédagogie, de sensibilisation, faire de l'associatif ou pourquoi pas même à l'échelle individuelle. On a beaucoup d'entre nous qui font de l'entrisme dans leur entreprise, donc qui animent en fait les outils au sein même de leur travail, ce qui est assez intéressant. Et on voit que c'est aussi des échelles qui fonctionnent bien. En tout cas, les gens se sentent sensibilisés et il y a des modes de vie qui commencent un petit peu à changer. Après, on s'associe beaucoup avec d'autres associations. On a des partenaires, donc notamment l'association Bilan Carbone, avec qui on travaille beaucoup, l'association ACT. On fait des études d'impact avec eux. On a la Fresque du climat, avec qui on travaille énormément et qui est un outil qui est très, très utilisé et qui se développe beaucoup. En fait, le collectif marche très, très bien, sachant que voilà, si l'individuel ne suffit pas, la pression se fera aussi ensemble par le collectif. Merci. Et Avenir Climatique a d'ailleurs soutenu aussi la Convention citoyenne pour le climat par une tribune dans Mediapart avec plein d'assauts d'ONG, de membres de la société civile. Du coup, enfin, ça va de soi pour peut-être revenir sur pourquoi avoir fait le choix du coup de soutenir les solutions de cette convention également. Alors en fait, c'est vrai que donc la CCC, elle a pu être, donc ça a provoqué de l'émoi, hein, chez les gens. Donc il y a eu à la fois de la critique et à la fois ça a été très bien accueilli. Il y a eu des 2. Je pense que l'important, c'est que peu importe la manière dont c'est fait, ça amène à créer du débat public et ça amène à enlever certaines barrières, en fait, sur, toutes les notions qui concernent le climat et le changement climatique. C'est-à-dire que c'est très médiatisé, les gens vont en parler, les gens en parlant entre eux vont s'approprier un peu le sujet et ils vont pousser un petit peu plus loin la réflexion. Et du coup, ça peut, même ça va amener derrière à sensibiliser encore plus de personnes et donc à ce que les gens s'identifient vraiment dans ces combats-là, qui aujourd'hui sont peut-être très lointains d'eux et ça se comprend très bien. Les gens ont des priorités qui sont pas forcément l'environnement parce que voilà, on a tous des parcours qui sont très différents. Et le fait de ramener le climat, l'environnement dans le débat public, même s'il y a des choses qui sont politisées derrière, même si c'est pas efficace pour certains, le fait que les gens s'y intéressent, moi je trouve que c'est une belle preuve d'efficacité. Et le fait que des associations comme Avenir Climatique ou plein d'autres qui défendent l'environnement, c'est assez révélateur de tout ça. Merci. Maintenant, on va un peu revenir sur du coup la convention et Nicolas. Donc, Emmanuel Macron s'était engagé à soumettre les solutions de la convention sans filtre, soit à référendum, soit au Parlement, soit application réglementaire directe. Il l'a fait en janvier devant les citoyens. Il l'avait fait avant aussi, dès le lancement de la convention. Aujourd'hui, avec la situation actuelle, le coronavirus et puis en général aussi, est-ce que tu penses que ces engagements vont être respectés? Et sinon, ou si oui, comment mettre la pression? Qu'est-ce que vous comptez faire après? Alors ça, c'est une question qu'on se pose entre nous parce que, quand on a vu ça, même j'appelais Muriel, une autre citoyenne, on se posait cette question et en fait, on s'était dit, moi son avis à elle, c'était: «Ouais, il va pas respecter» parce que là, je sais plus qui a dit ça, qu'ils allaient faire passer l'économie avant l'écologie. Je sais plus qui a dit ça, je saurais pas dire, je pense pas que ce soit Édouard Philippe, je sais plus. Bref et moi je lui ai répondu, j'ai dit: «Écoute, à mon avis, il va respecter ce qu'il a dit parce que notre plan de sortie de crise, par exemple, qui est un avant-goût de nos mesures, hem, il respecte quoi? Il respecte le côté financier, il respecte le côté économique, tout en respectant le côté environnemental. Alors pourquoi que prendre des notions qui ne respecteraient que le côté économique? Si on peut avec ce plan de sortie de crise, on a rajouté une notion à une branche qui allait déjà sortir la France de cette crise de Covid-19. Donc si on a juste rajouté ce côté environnemental. Donc, à mon avis, et je l'espère, hein, c'est mon avis personnel et je sais qu'il y a plein de citoyens qui ne le partagent pas. À mon avis, il va respecter ce qu'il a dit. Il s'est engagé à soumettre nos propositions, donc soit à l'Assemblée, soit en référendum, soit en direct. Mais moi, je pense qu'il va, en voyant déjà cette avant-bouche du plan de sortie de crise émis par la Convention, je sens qu'il va respecter et qu'il va voir qu'on a fait déjà du bon travail et qu'on a respecté
un côté financier, économique qui est important à la France, mais qu'on a juste rajouté ce côté économique qui maintenant est devenu très très important à la France. Du coup, même si, par exemple, dans la contribution à la sortie de crise, ça dit de faire toutes les relances, financières, dans l'écologie et on voit en même temps qu'il y a des milliards qui sont, dépensés, pour des entreprises, qui sont très, très enfin, qui ont beaucoup, de gaz à effet de serre, qui émettent beaucoup de gaz à Mmh. effet de serre. Du coup, est-ce que, enfin, malgré ce fait-là, tu penses que ça va être OK? En fait, c'est très vague, ça change, tu sais, comme je t'ai dit avant, ça change du jour au lendemain en voyant quand tu regardes les infos, ton avis il change à chaque fois. Et de ce que j'ai pu regarder, de ce que j'ai pu dire Édouard Philippe, de ce que pu dire Emmanuel Macron dans son discours, je pense que ça va se faire. Bien sûr qu'il y aura toujours un truc qui va débarquer qui pourra dire que, un jour, en fait, ça va pas passer parce qu'il y a ça, ça, ça et ça. Mais on a fait quelque chose, cette convention citoyenne pouvait passer comme départ pour juste montrer aux autres pays ou à l'Europe que la France s'engageait dans l'écologie, tout ça, qu'on arrête de se faire accabler par tout le monde. Mais c'est réellement quelque chose qui amène quelque chose d'extrêmement positif et qui va amener quelque chose d'extrêmement positif à la France. Donc, et Emmanuel Macron, ça, il l'a vu, il a pu voir ça dans nos travaux. Et c'est ce qu'il a vu dans le plan de sortie de crise. Donc, à mon avis, oui. Moi, je veux dire, je l'espère en tout cas. Je prie pour ça. Parce que si ça passe pas, je serais le premier à être déçu. Ouais, en effet, bah, on espère que du coup, les solutions vont bien être respectées. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour l'après? On a vu, un peu dans les médias qu'il y avait, enfin, tout à l'heure, Azilis passait le slide, qu'il y avait potentiellement une asso des 150. Enfin, Ouais. tu vas devenir la convention après? Est-ce qu'il va y avoir des moyens de pression derrière? Enfin, Alors en fait, nous, on s'était dit, donc d'où est venue l'idée de créer de cette association des 150. C'était parce qu'on s'était dit, mais attends, on va partir, la convention, ça sera basta, salut les mecs, retour chez vous, nous on gère ce que vous nous avez donné. On va dire, voilà, quand même, on faut quand même voir ce que devient notre travail. Donc c'est le but des 150. C'est en fait, on veut garder un œil sur la mise en place de nos mesures. C'est le but de cette association. Et c'est aussi pour, dans ce côté symbolique, laisser une trace de cette convention citoyenne et montrer qu'un jour, on a laissé parole à 150 citoyens français pour un sujet aussi important que le climat. Et peut-être engendrer des conventions citoyennes, je ne sais pas, moi je trouve ça super, j'aimerais énormément qu'il y ait une convention citoyenne sur l'égalité homme-femme. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important, l'égalité homme-femme. Donc, ça se trouve, ça va engendrer une convention citoyenne sur l'égalité homme-femme. Donc, ce groupe des 150, c'est pour faire un peu pression et montrer que un jour, il y a eu ça et que demain, il y aura peut-être ça. Voilà. OK, merci. Marine, toi personnellement, comment tu vois la suite? Enfin, comment faire pression en général? Là, plus généralement, hein, pour alerter sur le changement climatique, pour faire bouger les décisions? Alors, moi, je vais tricher un peu en disant en faisant de l'associatif. Non, j'y trouve vraiment mon compte en faisant de l'associatif, enfin, vraiment, je trouve que la sensibilisation, c'est quelque chose d'important et ça fonctionne. Après, c'est vrai que quand on est un peu dans l'entre-soi, on a l'impression que ça fonctionne très bien et quand on sort un peu des cercles qu'on fréquente, on se rend bien vite compte que c'est pas suffisant. Donc voilà, ça fait partie du collectif. Moi, individuellement, j'essaie de changer un petit peu, tout ce que je peux en fait. J'essaie de changer autant que possible voilà, ce qui relève de la mobilité, de l'alimentation. L'habitat, je pense qu'on ne peut pas trop y faire grand-chose dans le sens où on n'est pas, voilà, on n'est pas constructeur pour l'instant de nos propres maisons. Mais je garde en tête quand même que ce que je fais, c'est pas suffisant. Et pour faire pression par ailleurs, voilà, bah, moi je participe aux marches, j'essaie de sensibiliser les gens qui sont autour de moi. C'est pas souvent évident, mais c'est un exercice intéressant parce que ça nécessite de s'adapter. Donc voilà, on fait pas mal de choses, beaucoup de pédagogie et après, bah, intervenir dans des festivals, comme ça, auprès d'autres associations, enfin je pense que les partenariats, ça montre à quel point ça marche bien. Voilà. Merci. Les associations, il y a que ça de vrai, jet d'encre, on est bien au courant. Dernière question pour vous 2. Plus, voilà, personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté cet engagement? Est-ce que votre participation donc à Avenir Climatique d'une part et Convention citoyenne pour le climat, d'autre part, ça a changé la façon dont vous concevez votre engagement?
et peut-être aussi votre rôle de citoyen, votre vision de la démocratie. Bah, sur cette dernière partie, je pense peut-être un peu plus à Nicolas, même si Marine, tu as potentiellement pas mal de choses à dire aussi. Est-ce que tu peux juste me répéter la fin de ta question? Ça a bugué 5 minutes et je n'entendais plus personne. Donc, Ah mince. Ma question, c'est du coup, ce que vous a apporté personnellement cet engagement. c'est bien. Est-ce que votre participation à Avenir Climatique et la Convention citoyenne, ça a changé la façon dont vous concevez votre engagement et potentiellement aussi votre rôle de citoyen et votre vision de la démocratie? Alors, Nicolas puis Marine? personnellement, quoi? Marine, tu veux commencer? Non, vas-y et après Marine, pardon. Ok, ça va, pardon. Moi, je disais, alors moi, totalement. Au départ, j'étais pas un citoyen engagé. Enfin, j'ai dû faire deux, trois marches. Je crois que j'en ai fait deux quand il y a eu ce mouvement avec Greta Thunberg. J'en ai fait deux. C'était juste pour sécher les cours. C'était ma seule excuse. Donc, bon, c'était pas le meilleur moyen, quoi. Je faisais un peu le tri sélectif, même je le faisais chez mon père, chez ma mère, j'oubliais totalement. J'étais pas vraiment dans cette optique écologique parce que j'avais aucune notion et vraiment, j'avais pas trop de problèmes. Pour moi, c'était bon, allez, dans 200 ans, on aura des petits problèmes. Alors que pas du tout. Et ça a totalement changé mon point de vue sur les choses. Totalement. Je me gêne pas de faire une réflexion à un de mes potes quand il fume une clope et qu'il jette son mégot par terre. Je dis, écoute, moi, pas devant moi ou tu le ramasses. Euh, sur la nourriture, par exemple, j'essaie de réduire ma consommation de viande. J'adore la viande. Je suis un grand fanat de viande. Mais je réduis parce que forcément, je dis, c'est un travail qu'on doit faire sur soi-même, forcément. Donc, j'ai réduit, ça ne me dérange pas. Avant, j'allais au McDo. Maintenant, j'y vais très, très rarement. J'y vais une fois de temps en temps, mais très rarement parce que, imagine, si mes potes m'invitent, quoi, c'est tout. Donc, effectivement, ça change les choses. Et puis, moi, plus tard, j'aimerais bien, enfin, mon rêve perso, c'est un peu ambitieux, ce serait de faire acteur en réal et tout. Et en fait, j'ai mis en place un festival du film qui se déroulera en novembre, dont le but est de faire passer un message écologique par le biais du 7e art, donc par des courts-métrages, par des films qui ne sont pas basés sur l'écologie, mais qui apportent une notion, genre de message subliminal. Par exemple, si on fait un Titanic, Titanic, ça serait très bien passé parce que on va parler de la fonte des glaciers, de tout ça. Ça apporte une notion. Je veux que les gens, quand ils sortent du festival et d'une projection de film, ils disent ouais, le film était bien, mais il y a aussi cette notion écologique. Donc il faut que ça les sensibilise. Il faut rendre. Il y a un journaliste qui m'a dit ça. Ça peut paraître un peu familier, mais je trouve la phrase qui résume vraiment bien. Il faut rendre l'écologie sexy. Donc mon but, c'est de rendre l'écologie sexy et de faire en sorte que tout le monde puisse s'intéresser à un sujet comme l'écologie. Donc oui, ça a changé énormément de choses. Et au niveau de ta légitimité à prendre des décisions, à ce que des citoyens tirés au sort soient légitimes à prendre des décisions, est-ce que ton avis a changé là-dessus? Alors, mon avis, en fait, il n'a pas changé parce que c'était toujours le même. J'ai trouvé cette idée géniale. Et moi, je veux juste que qu'on prenne ça comme exemple et qu'on continue à faire en sorte que les citoyens, le peuple, puisse exprimer son avis. Moi, j'ai envie que ça continue comme ça. Là, on a réussi à le faire une fois. Il faudrait que ça continue sur des années, que ça devienne un réflexe, un automatisme. D'accord, merci. Et Ouais. Marine, du coup, pour finir, qu'est-ce que ça a apporté à Avenir Climatique? Personnellement, Avenir Climatique, ce que ça a apporté, c'est vraiment de bien réfléchir aux choix qu'on fait au quotidien. Et notamment parce que moi, je connaissais pas grand-chose en fait de la lutte contre le changement climatique. Enfin, c'est-à-dire que je voyais globalement ce que c'était, mais très concrètement, je voyais pas comment faire. Et du coup, la sensibilisation, ça m'a beaucoup aidée pour regarder un petit peu ce qui existait, ce qui était possible de faire. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important en plus des petites actions individuelles, c'est vraiment le vote. Pour le coup, voter, c'est vraiment choisir les élus qui vont après soutenir ou pas les causes écologiques. Et, et je trouve que c'est vraiment très important. On a la chance d'être dans une démocratie qui nous écoute plus ou moins, mais en tout cas, pour le coup, je trouve que voter pour les bonnes personnes, c'est aussi une bonne nouvelle. Alors, ça fait pas tout, parce qu'aujourd'hui, quand on vote, par exemple, là, on parlait des municipales. Quand on vote dans les municipales, les élus n'ont pas tous les clés de compréhension pour le climat. C'est un millefeuille complet, le climat. Donc, c'est vraiment administrativement et c'est assez compliqué à appréhender. Mais ça passe aussi donc, de la pédagogie vers eux et nous, voter pour les bonnes personnes. Que ce soit au présidentiel ou municipal, à tous les échelons, ça a son importance. Donc, je pense qu'avec le recul, c'est vraiment les choses qui m'ont fait le plus réfléchir. Ouais. Trop bien, merci. Maintenant, on va passer aux questions des journalistes jeunes.
On se donne jusqu'à 17h35 à peu près. Vas-y Lise, à toi la parole. Déjà, merci aux deux intervenants pour les réponses à ces questions qui étaient très intéressantes. J'ai une première question pour commencer, c'est une précision qui a été demandée par un journaliste jeune pour Marine. Tu disais que tu parlais des 11 tonnes de CO2 par habitant par an, si je ne me trompe pas. J'entends pas ce que tu dis, Azilis. Alors, attends. Vous m'entendez ou pas? Ouais. Ok. Bon, ça, on a dû bugger pendant 2 minutes, enfin un tout petit peu de temps. Donc, on avait une première question d'un journaliste jeune qui demande une précision pour Marine. Donc, tu parlais des 11 tonnes de CO2 par an par habitant. Est-ce que ça compte aussi dans ce chiffre la part de l'industrie, des transports, marchandises, ou alors est-ce que c'est une valeur à l'échelle de l'individu? Oui, tout à fait. C'est un chiffre qui prend en compte tout en fait. C'est-à-dire que quand on consomme, quand vous mangez une pomme, le bilan carbone de cette pomme, c'est pas juste la pomme en elle-même, c'est l'agriculture qu'il y a derrière. Ça va être le transport pour acheminer cette pomme, ça va être rémunérer votre agriculteur, ça va être voilà, ça prend des échelles assez larges. Là où il faut se méfier quand on fait des bilans carbone, c'est par contre les émissions importées qui ne sont pas toujours prises en compte. C'est-à-dire que vos ordinateurs ou vos smartphones, peut-être que dans leur bilan carbone ne sont pas comptées les émissions de là où ils sont fabriqués. C'est-à-dire que s'ils sont fabriqués en Asie, attention quand vous faites un bilan carbone, regardez si en France on a bien pris en compte ce que vous avez émis en Asie. Sinon, ce serait un peu facile. C'est sûr. Ok, merci pour cette réponse. On a une autre question. Alors, il y a un des journalistes jeunes qui est éco-délégué et un autre qui posait la question de est-ce que cette mesure d'éco-délégué ne serait pas une sorte de symbole utilisé par le gouvernement pour nous faire croire qu'ils agissent alors que c'est en réalité sans utilité? Nicolas, je te laisse répondre en premier si tu veux. C'est marrant parce que, alors, c'est une super bonne question parce que c'est exactement ce qu'on s'était dit au niveau de la Convention citoyenne. Est-ce que c'est pas juste un truc pour dire, bon, écoutez les mecs, lâchez-nous la grappe, nous on gère l'écologie parce qu'on a des éco-délégués, on a fait une Convention citoyenne, lâchez-nous. Alors, non, je dirais que c'est pas du tout ça. Enfin, tu peux croire ça, je tutoie, je sais pas quel âge il a, mais bon bref. Mais le principe d'éco-délégué, il est très intéressant dans le sens où cet éco-délégué, lui, va être là quand on est jeune, même quand on est au lycée, quand on est au collège. Je dirais que ça a tendance à mieux marcher au collège parce qu'on est encore dans cet esprit, on découvre les choses, on n'a pas encore nos habits fixés sur la vie. Mais c'est pareil au lycée, il y en a qui sont comme ça pareil. En fait, le principe d'éco-délégué va être là pour sensibiliser la jeunesse et faire en sorte que cette notion écologique, comme je disais au tout début de l'interview, de sensibiliser, de faire en sorte que l'écologie rentre dans les codes de l'éducation. Et comme ça, si, imaginons, moi, j'ai un éco-délégué depuis la maternelle. La maternelle, on bassine avec l'écologie. On fait en sorte qu'à chaque fois que j'imagine quelque chose, je prenne en compte ce côté écologique. Plus tard, quand je vais monter ma boîte, ça va être pareil, ça va être un réflexe. Je vais dire, bon, on va monter une grue, ok, alors ça va faire ça. Ah ben non, parce que là, l'impact carbone, il va être beaucoup plus important que si je la prends au bois de Boulogne. Donc, ça va être, ça permet de créer un réflexe et de rentrer dans les codes d'éducation chez les jeunes, dans leur mentalité, ce côté écologique. Donc, forcément, c'est sûr, tu peux te dire que ça se trouve, c'est un petit côté marketing, un petit côté, ouais, en France, on a les éco-délégués. Mais c'est peut-être ce côté-là aussi, mais il y a aussi ce côté de sensibilisation qui est très important. D'accord. En réaction à ça, on a une question qui est que les éco-délégués, etc., c'est là pour sensibiliser. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt passer à l'action parce qu'on voit qu'ils n'auraient pas forcément beaucoup de temps et que, donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, Marine, si tu veux commencer peut-être. Passer à l'action, mais le problème, c'est que les éco-délégués, les retours qu'on a, nous, c'est qu'ils sont un petit peu laissés pour compte, c'est-à-dire que on n'a pas les établissements scolaires, et c'est pas du tout à eux qu'il faut culpabiliser ça, c'est qu'ils n'ont pas les moyens et le temps nécessaires pour s'occuper de ce nouvel outil en fait qu'on leur a donné sans forcément de donner de feuille de route à côté. Donc les éco-délégués aujourd'hui, ils ont une marge de manœuvre qui est assez faible parce que mine de rien, même s'il y a des directives, il y a quand même des établissements qui prennent des décisions qui sont très locales et qui n'ont pas forcément tous les mêmes moyens.
Donc c'est compliqué pour eux d'agir vraiment. Donc je ne sais pas si ceux qui ont posé les questions sont éco-délégués. S'ils ont des idées d'action, honnêtement, il faudrait vraiment qu'ils les mettent en place parce que c'est une très bonne idée. Ouais, totalement. Après, la sensibilisation, ça reste à peu près leur seule marge de manœuvre. Donc pour le coup, c'est une question qui est compliquée, qui revient beaucoup, mais à la fois, culpabilisez pas ceux qui sont éco-délégués. Enfin, il y a des fois où on arrive aux limites de ce qu'on peut faire. Voilà, c'est aussi aux associations et aux gens qui ont envie de se saisir de cet outil-là et de développer les choses qu'ils veulent, de les proposer. Il faut être force de proposition envers ces établissements. Les retours qu'on a eus, c'est que ça marche très bien. Quand les éco-délégués sont moteurs, souvent, s'ils arrivent à se crédibiliser, on leur fait assez vite confiance et les établissements les écoutent. Mais en effet, il y a des gestes qui comptent plus d'autres. Et il y a des établissements qui vont, par exemple, faire éteindre toutes les lumières des classes en pensant que voilà, c'est un grand pas pour le bilan carbone. C'est très important d'éteindre les lumières, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est vraiment peut-être aussi de faire la pédagogie auprès du corps enseignant et auprès des directeurs d'établissement. C'est-à-dire, en fait, les propositions que vous nous faites, ce n'est pas suffisant. Et je pense que là-dessus, les éco-délégués, ils ont un rôle à jouer, qui est important. D'accord. Nicolas, est-ce que tu as une réaction par rapport à ça? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que on a mis ce système d'éco-délégués. Moi, à mon lycée, ils ont mis ça à la trappe parce que c'est pas de leur faute. Hein, je ne les fais pas culpabiliser. C'est pas du tout de leur faute. C'est que on leur a pas donné le temps nécessaire. Déjà que dans des années de terminale, ou même première, même seconde, enfin toutes ces périodes de lycée, il y a déjà un emploi du temps assez chargé. Donc en plus, leur ajouter un temps de vie de classe. Donc, ce serait donc, grand max 1 heure dans la semaine ou une semaine sur 2 pour parler de l'écologie et faire un bilan sur ce qu'a pu faire l'éco-délégué. Déjà, faut pas trop en demander parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est normal, on a balancé une idée sans aménager le socle du truc. Donc c'est sûr, ça prend pas, ça accroche pas. Il faudrait faire en sorte, donc l'idée est super, mais il faudrait aussi faire en sorte d'aménager quelque chose pour que ça se fasse au maximum, que vraiment il y ait ce socle et que ça soit compatible. Parce que du coup, il y en a que c'est pas compatible, ça fonctionne pas. Et forcément, ça met des éco-délégués. Moi, je peux dire, t'es éco-délégué, il va se tourner les pouces pendant 1 an, le petit. Hein. Donc c'est sûr, c'est pas là, l'idée est bonne, mais ça n'a pas été mis en place correctement. Ok. On a une autre question qui est liée au tri sélectif. Il y a une journaliste jeune qui se pose la question de quel impact ça a réellement et à quel point moi, à la maison, par exemple, qui vais trier mes déchets, ça va avoir un impact sur le global. Alors, c'est vraiment marrant parce que c'est une question qui revient souvent avec la lumière. En fait, les déchets, pour être honnête, ça n'a pas beaucoup d'impact sur le bilan carbone et sur le réchauffement climatique. Mais on ne peut pas tout penser en fonction du CO2. Il n'y a pas que le CO2 dans la vie. Le tri des déchets, ça va être important pour tout ce qui va être biodiversité, pour tout ce qui va être vraiment préservation des écosystèmes, pour tout ce qui est... Enfin voilà, ça va être important, le tri des déchets. Ce qui est mieux que le recyclage, c'est ne pas consommer de déchets en fait. Il y a quand même une petite loi qui est intéressante et qu'il faut avoir en tête sur je dirais le climat, mais en général sur toutes les questions environnementales, c'est la mesure ERC. Qu'est-ce que c'est la mesure ERC? C'est éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire que votre déchet, avant de le réduire, avant de le compenser en allant le recycler, il faut éviter. Donc éviter de consommer des choses qui produisent des déchets. Réduire en réduisant le maximum de choses qui vont produire des déchets. Et compenser, c'est vraiment la dernière option. C'est quand vous n'avez pas le choix de consommer un déchet, il faut compenser l'impact qu'il a en le recyclant, en faisant quelque chose d'autre avec, ou d'autres pistes de solutions. Et vraiment, dans tout, intéressant de regarder par ce prisme-là absolument tout ce qu'on fait, c'est-à-dire dans les transports, éviter, réduire, compenser. Comment est-ce que je peux répondre à ces trois axes-là? Ok, merci pour ça, Marine, c'est très intéressant. Alors, on a une autre question qui avait été posée un peu plus tôt. C'est est-ce que vous auriez, chacun d'entre vous, 3 règles d'or pour sauver, entre guillemets, le climat? Peut-être Nicolas, si tu veux commencer. 3 règles d'or pour sauver le climat. De la persévérance. Il faut persévérer dans ce qu'on fait.
Ouah, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai envie de dire, il faut, pour ce climat, à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est une règle, hein. Donc, la persévérance. Deuxième point, à chaque fois qu'on fait quelque chose, pensez au climat. Tout le temps, faut que ça devienne un automatisme. Et troisième chose, aller au festival que je fais à Paris en novembre. Voilà, c'est le troisième point que je rajoute, parce que là, j'en ai pas qui viennent d'un coup, mais c'est une bonne question. Je vais réfléchir ce soir. Si j'ai vraiment 3 règles d'or à faire. Marine, est-ce que tu veux proposer des solutions? J'avoue que je sèche là. Je sèche, mais 3 règles d'or, je dirais, dans tout ce qu'on s'est dit, si peut-être frugalité. En effet, frugalité, donc essayer de faire de vivre avec ce qui est nécessaire. Ça me paraît important. Après, j'aurais une deuxième règle d'or qui serait la solidarité, vraiment tout ce qui est entraide, etc. Ça marche assez bien avec le climat. Quand on regarde les catastrophes climatiques, ce qui marche bien, c'est quand on a des voisinages qui sont très soudés, etc. C'est là où ça fait le moins de catastrophes humaines. Donc je dirais que pour réchauffement climatique, l'entraide, c'est bien. Et après, en troisième, j'avoue, je sais pas, je ne peux pas donner ça. Je vais y réfléchir aussi. Ok, eh ben, merci déjà pour ça. Alors, je crois qu'on arrive au bout des questions, on n'a plus grand-chose. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est un moment assez libre. Il y en a une, celle d'Abel, qui demande, est-ce que les actions visant à inciter le gouvernement à agir ne sont pas caduques, et au vu du peu de temps qu'il nous reste pour agir, et au vu de comment on a pu voir le faible impact de ce type d'action sur le gouvernement depuis quelques décennies. Et du coup, il se demande s'il ne faudrait pas passer à des actions qui tendraient plus vers l'autogestion et les actions directes, ou prendre en compte ces deux chemins. Wow. Non, mais j'essaie d'intégrer la question. Faut une réponse à ça. Alors, on n'est pas obligé d'être le plus radical possible dans l'environnement. Enfin, en fait, il ne faut pas passer du qui tout double, c'est-à-dire ne pas passer. Il n'y a pas d'extrême. Voilà, on peut. Enfin, passer dans un mode d'autogestion, c'est très très bien. C'est quand on parle de mesures ERC et de frugalité, on est vraiment là-dedans. c'est parfait. Après, faut avoir en tête que le système, il ne va pas changer tout de suite. Si on n'actionne pas si on ne déverrouille pas tout ce qui nous bloque aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous bloque structurellement, c'est un peu l'organisation de la société, c'est les acteurs qui sont en place aujourd'hui, les normes qu'on nous a inculquées et les pratiques que nous on fait. Et pour vraiment pour casser un petit peu tous les verrous et pour changer complètement et avoir une vraie action qui fonctionne sur les États, avant l'autogestion, ce qui est très très bien de toute façon, mais c'est vraiment actionner sur ces trois volets-là. Donc les acteurs, c'est qui? Ça va être les lobbies, les politiques. Donc, comment est-ce qu'on fait changer les choses? Donc pareil, là, il n'y a encore pas que les actions fortes, il n'y a pas encore que la violence, il y a vraiment plein d'autres choses. C'est par exemple consommer autrement. Consommer autrement, à un moment donné, si vous n'achetez plus de voitures neuves, les acteurs de la voiture qui sont ceux qui font votre carburant, ceux qui construisent la voiture et ceux qui font les pneus, à un moment donné, ils vont bien se rendre à l'évidence que leur marché ne fonctionne plus. Donc, ils vont devoir s'adapter, réduire et faire autrement. Les normes, c'est-à-dire que si on s'échappe un peu des normes qui sont aujourd'hui, donc je prends un petit peu culturellement manger de la viande à tous les repas parce que c'est des choses qui reviennent. Si on arrête ces normes-là, c'est pareil, ça va faire bouger un petit peu les choses et les pratiques. Donc nous, en changeant nos pratiques, ça va changer les normes et les acteurs. Donc à partir de là, plus qu'une grande action, quand on va commencer à changer les choses, en effet, ça va avoir de l'importance. Après, on a quand même une société qui est que, on a un urbanisme qui est tel, on a des infrastructures qui sont comme elles sont, qui viennent de plein de choses, et ça va être difficile d'avoir une action d'un coup forte pour un État. Franchement, ça c'est mon avis personnel, je ne vois pas trop comment on pourrait faire. Et encore une fois, toutes les actions sont légitimes. Même au vu de l'urgence climatique, on ne peut pas faire autrement de toute façon pour l'instant. Ok. Merci beaucoup pour cette réponse, Marianne. En parlant d'action, on a une question sur ça. Est-ce que, en termes de solutions, c'est une bonne idée de s'inspirer d'autres pays européens
Et est-ce qu'il y a des actions qui seraient réalisables sur une échelle plus globale, que ce soit à l'échelle de l'Europe ou même du monde? Voilà. Nicolas, peut-être tu peux commencer par rapport à la Alors, Convention. il y a une ville aux États-Unis, enfin, je sais, je parle là-dessus parce que j'ai pas non plus des milliards de connaissances là-dessus, mais il y a une ville aux États-Unis, donc Détroit, vous connaissez Détroit, c'est une ville aux États-Unis, donc qui était une ville qui était dans les années, je sais pas, années 60, qui était une ville sympa, mais qui s'est totalement délabrée. C'est une ville, maintenant, c'est une ruine, cette ville, mais qui recommence un peu au cœur à revivre par des solutions, c'est-à-dire que des toits des toits végétales. Il y a des serres dans la ville où les gens peuvent venir se servir, des potagers communs. Je trouve ça génial, je trouve l'idée vraiment super. Déjà, le bio, circuit court. Et puis, c'est dire ça, déjà, c'est plus joli. Hein. On a des champs, on a des trucs en plein cœur de la ville. Et je trouvais cette idée de donner un côté végétal à la ville, la faire renaître tout en gardant ce côté moderne, mais aussi écologique. Je trouve cette idée vraiment sympa. C'est sympa un jour de voir dans Paris, en se baladant, un dessert où tu peux venir te servir, chercher des tomates, des carottes, avec un grand jardin, avec des toits végétalisés, tout ça. Je trouve ça vraiment super. Donc, je trouve cette idée assez sympa. Ok. Et est-ce qu'en termes de solutions que vous avez eues pour la Convention pour le climat, il y a des idées qui venaient peut-être d'autres pays ou d'autres lieux dans le monde, en fait? Alors, donc je pourrais pas dire l'idée, Oui. mais je pourrais dire le pays. Et donc, je vais dire oui. Et on a une solution qui nous venait d'Allemagne, qu'on a un peu changé sur certains points, mais l'idée et le fond étaient assez sympas et on s'en est servi pour le groupe Se Loger. D'accord. Voilà, c'était surprise. Vous verrez la suite au prochain épisode quand ça sera sorti. Marine, par rapport à ça, tu as des choses à rajouter? Je ne t'entends plus, Marine. Ça bug. Merveilleux. On va lire sur tes lèvres. Alors. Ah, en fait, on t'entend très très peu, genre, comme si tu étais très très loin. Genre. T'as pas branché des écouteurs en dans le derrière? Genre des AirPods, un truc comme ça se branche automatiquement. Ok. Et Bon, il y a un petit enlève souci avec tes ton micro. écouteurs. Enfin, parce que sans tes écouteurs, on t'entendait. J'ai pas d'écouteurs. Ok. Alors, essayez de suivre les propositions de Lucas, de la régie. On peut continuer avec une autre question en attendant et on reviendra sur ça. Alors, on a une question qui est comment agir face aux personnes irrespectueuses de la planète? Est-ce que Nicolas, tu as des éléments de réponse sur ça? Comment agir face aux personnes irrespectueuses de la planète? Ouais. Alors, j'ai envie de te dire qu'on ne pourra pas les changer, mais il faut pas leur forcer la main. Il faut leur faire comprendre que leurs actions ont un côté néfaste sur leur environnement et sur leur vie future et celle de leur génération. C'est ça il faut essayer de toucher cette corde. Parce que si tu leur dis simplement, écoute, mon fiston, c'est pas très bien de jeter ses clopes par terre, il va te mettre une baffe et partir. Parce que pour lui, tu donnes un ordre et c'est pareil pour la France, pour le peuple français, ça fonctionne pas forcément. Parce que j'ai de recaler le truc, ça va tomber un peu. Il faut trouver un juste milieu et contraindre, donc, et non obliger, contraindre les gens à aller dans le sens de l'écologie. Il y avait ce côté, je dis n'importe quoi, ta maison, il faut que tu la rénoves. Tu as d'ici 2030 pour la rénover. Je suis locataire. Je suis locataire d'un appartement, je dis n'importe quoi. Le proprio lui demande de rénover. Donc le proprio me dit bon, voilà, on va rénover parce qu'il faut qu'on rénove. C'est une vraie passoire l'appart et tout. Les travaux vont durer 3 mois. Et si moi, par exemple, je suis locataire et je refuse qu'il y ait pendant 3 mois de travaux chez moi, j'ai le droit de refuser. Par exemple, on va me contraindre, on va me dire ok, c'est ton choix, mais par contre, le loyer, tu vas devoir le payer de 100 balles de plus chaque mois jusqu'au jour où tu vas accepter. Je l'oblige pas, hein. Il fait qu'il veut. S'il veut payer encore plus, c'est son choix. Mais je le contrains. Tu vois le truc ou pas? C'est ce côté, voilà, il faut contraindre les gens, mais après, je veux dire, il y a des mecs qui pensent pour eux, qui pensent qu'à leur nombril partout dans le monde. Donc, on ne va pas réussir à changer tout le monde. Mais si d'une part,
c'est pour ça qu'il faut sensibiliser cette jeunesse, parce que comme ça, ils vont grandir dans un monde où ils auront déjà eu ce poids sur les épaules, du coup, ils s'habitueront à marcher avec. Mon grand-père, faut aller lui expliquer 10 fois que faire le tri sélectif, c'est bon pour la planète. Il s'est mis enfin à le faire, mais pour lui, ça sert à rien. L'écologie, c'est foutu. Donc, c'est pour ça qu'il faut partir de la base, de là où tout s'apprend, pour éviter ce genre de choses. D'accord. Alors, est-ce que Marine, ton son fonctionne maintenant? J'espère que ça marche. Oui, ça fonctionne. Ah, super. Est-ce que tu veux répondre à la question, du coup, qui est comment agir face aux personnes irrespectueuses de la planète? Ouais, je pense qu'on a tous ce problème-là avec soit des copains ou soit des parents, enfin des effets un peu de génération où certaines personnes ne comprennent pas l'importance en fait que nous on accorde à la lutte contre le changement climatique. Ce qu'il faut se dire, c'est que à un moment donné, quand vous avez expliqué un certain nombre de fois ce qui était pour vous important et ce qui est important en fait pour l'environnement, si ça ne fonctionne pas, questionnez-vous sur est-ce que c'est vraiment important que je fasse changer cette personne. Quand vous arrivez vraiment au bout de vos limites, c'est plus possible. En fait, il y a une espèce de peut-être une règle à respecter, c'est regarder ce qui est simple à mettre en place et ce qui est difficile à mettre en place, ce qui est efficace et ce qui n'est pas efficace. Si la personne, ce qu'elle fait, c'est jeter ses mégots par terre ou des choses vraiment qui sont pénibles, mais ça va pas, le fait qu'elle change, ça va pas grandement changer. Si vous mettez vraiment d'efforts à essayer de modifier son comportement et que ça ne fonctionne pas, à part la sensibiliser, vous ne pouvez rien faire de plus. Rien ne sert de couper les ponts ou de, ou de vous fâcher avec cette personne-là. Par contre, je voulais revenir sur la question de tout à l'heure qui était est-ce qu'on peut s'inspirer des autres pays sur ce qu'ils font? Ça peut être possible, mais il faut avoir en tête qu'il y a une espèce d'hégémonie de la culture occidentale qui fait qu'on pourrait croire, on pourrait nous faire croire que les problèmes environnementaux sont liés aux pays peut-être du Sud, comme on les appelle, les pays en développement, et que ce serait aux pays du Nord de venir les sauver. Or, c'est pas tout à fait ça. Il faut faire attention aux dérives un petit peu quand on dit, par exemple, la Chine émet beaucoup de gaz à effet de serre. Elle émet beaucoup de gaz à effet de serre, mais parce que toutes les entreprises du monde se sont implantées là-bas. Donc, c'est pas la Chine qui émet des gaz à effet de serre, c'est les choix qui ont fait des pays occidentaux d'aller s'implanter là-bas qui fait que ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, souvent, on a tendance à croire que en France ou dans les pays européens, on a la solution à tout et surtout qu'il faut aller solutionner les autres pays qui sont en voie de développement. Or, ça, il faut vraiment se méfier de ce discours-là parce que c'est souvent un peu biaisé et souvent un peu un mensonge. Voilà. Ok. Et ben, on arrive au bout de la conférence. Il est 17h29, donc on est dans les clous, ce qui est bien. Marion, je te propose de conclure si ça te va. Merci beaucoup en tout cas à Marine et Nicolas, c'était très intéressant. J'imagine que là, les rédactions là, elles ont pas mal de trucs à dire cool, enfin on va avoir des bons sujets. Est-ce que alors j'aimerais bien savoir comment, imaginons que je suis journaliste jeune et puis après j'ai envie de m'engager à Avenir Climatique ou en savoir plus sur les suites de la Convention citoyenne pour le climat, comment je fais pour vous contacter? Comment je fais? Je laisse Marine répondre, après j'enchaînerai. Alors, vous pouvez nous contacter, on a une adresse mail qui figure sur notre site internet, donc c'est Avenir Climatique. Et par notre groupe Facebook, pareil, on s'appelle aussi Avenir Climatique là-bas. Voilà. Eh bien, moi, c'est tout à fait pareil. Nous, on a une adresse mail et puis on a le site de la Convention citoyenne pour le climat. Sur YouTube, vous pouvez retrouver toutes les interviews ou toutes les sessions donc, qui ne sont pas en huis clos et qui sont dans l'hémicycle. Vous pouvez retrouver ça. Donc, il y a des heures d'enregistrement. Et vous pouvez retrouver les directs et retrouver notamment l'intervention du président de la République à la session 4. Et puis voilà, vous pouvez aussi retrouver sur Internet l'association des 150 pour savoir ce qu'on va devenir plus tard et ce qui va en découler. Et vous pouvez aussi aller sur le site de l'Impact Film Festival qui se déroulera du 14, 15, 16 novembre dans le 18e arrondissement à Paris. Voilà. Et rendez-vous du coup 19, 20, 21 juin pour la dernière plénière de la Convention. La dernière session. Ce sera la dernière en travail et puis il y en aura une autre, ce sera plus cérémonial pour revoir le président, c'est une soirée, un gala. Voilà. Ah ouais, ok. Bon bah,
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On va Merci rendre la parole à l'animation. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir. Je sais pas comment on fait pour partir. Won't stop the beat and go. Everybody, I'm moving feet and feel united. Everybody, I'm moving feet and feel united. Coucou tout le monde. Hola. C'est cool, vous êtes à l'heure. Alors, je vous convoque pour cette petite réunion au canal privé, mais c'est parce que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de sketch pour le lancer de sujet de 18h. Du coup, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, les participants ils sont pas au courant. Encore heureux, vous imaginez la honte sinon. Et du coup, comme le contre-la-montre il a commencé il n'y a pas trop longtemps, on a encore un peu de temps pour le faire. Maintenant, du coup. Comment ça va, vous? Bah écoute, moi, comme tu vois, ça va super. Je crois que j'en suis à mon 10e livre là, depuis le début du confinement. Je pense que vraiment, la littérature, c'est ce qui va nous sauver. Hein. C'est passionnant. Lucille, tu es dehors et le confinement alors? J'espère au moins que ton verre est stérilisé. Je vous jure, le gouvernement met en place des mesures bien précises, c'est pour qu'on les respecte. Moi, ça fait 50 jours que je suis pas sorti de chez moi. 50 jours 30 jours, d'accord, très bien. Et moi, j'ai un jardin, en fait. Non, et ben, un parlant de jardin, moi, c'est tout ce que j'ai. Parce que la campagne, c'est bien sympa à 10 minutes, mais la civilisation Internet, c'est quand même mieux. Parce que dites-vous que là où je suis, il n'y a pas un seul supermarché à moins de 200 km. Quand je joue, j'ai 20 minutes de ping. Je peux même pas aller sur Facebook tellement ça lag. Attendez, parce que je crois qu'on est en train de perdre Anthony, je le capte plus du tout, là. On va appeler à son âme, hein. Est-ce que vous m'entendez bien, moi? Parce que, en fait, je suis désolée, je peux pas parler trop fort parce que je suis allée me confiner chez mes parents. Et c'est l'enfer. Repas à 19h tous les jours, j'ai même pas mon t-shirt expresso avec moi. J'en peux plus. Et attendez, je crois qu'il y a un gros bruit d'aspirateur derrière. Je trouve que vous noircissez quand même pas mal les tableaux, franchement. Chez moi, tout se passe super bien. Je me suis remise au sport, donc j'ai jamais eu une shape aussi parfaite, c'est super. Et j'ai eu le temps de faire plein de trucs comme dessiner, faire un potager sur le balcon et aussi cuisiner. Franchement, je pourrais plus jamais manger du pain industriel. Et toi, Lucie, comment tu vas? Bah moi, ça fait 2 mois que je suis confinée toute seule chez moi. Donc, c'est un peu la déprime. Mais on est en train de s'éparpiller là. Donc, ça fait quand même 3 heures que Contre-la-montre, il a commencé. Faudrait peut-être... Mais attends, on avait prévu quoi à 18h déjà comme on lançait de sujet? C'était le sketch Scrabble Assassin. Ah ouais. C'était pas Baptiste qui devait l'écrire, celui-là? Hein? Non, je croyais que c'était Gwen qui... Bah non, j'ai dit à Lucille de le faire parce que j'ai pas trop le temps en ce moment. J'ai pris les cours d'italien le mois dernier. Non, mais c'est pas grave. Lucille, tu l'as écrit ou pas? On t'a encore un petit peu le temps. Ouais, faut le mettre là. Lucille, tu nous dis si on te dérange, hein? Pardon, désolée. Je n'écoutais pas. Bon. Je crois qu'on a compris le problème. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait à la place? On avait gardé l'idée, lifestyle cupcake? Non, je crois qu'on avait absolument banni. Dommage. Bah, en tout cas, je suis en retard sur mon planning bien-être, donc je vais faire ma séance de yoga pendant la réunion. J'espère que ça vous dérange pas trop. Alors, moi, j'ai eu une petite idée entre-temps. Si on faisait donc des soignants qui sont comme ça et qui profitent de leur sketch pour rappeler un petit peu les gestes barrières et les mesures de sécurité, ça pourrait être fun, non? Et si on faisait un sketch moins rasoir que ça? Ça pourrait être fun, non? Mais ils auraient des chapeaux rigolos et... On a marre, en fait, de tout ça. Faut passer à autre chose. Moi, mon idée, c'est un sketch où il y a nous tous sur un vélo. Sans sortir de chez nous? Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est la position du pigeon. Ou on pourrait peut-être proposer une scène avec des personnages rigolos et des dialogues méga inspirants sur la vie, la philosophie, tout ça. Ouais. Bah ouais.
Mais sinon, moi, je sais faire un super tour de cartes. Attendez, parce qu'en fait, c'est super impressionnant. Je vais Alors, vous montrer. sans vouloir te Alors, vexer, Emma, je suis pas persuadé que ce soit si impressionnant que ça à la caméra. Ça, c'est la position du chêne albinos. Bon, j'ai une autre idée. C'est 3 mecs au rayon pâtes du supermarché. Sans sortir de chez nous. Ah, c'est vrai. Et ça, c'est la position du dauphin manchot. Alors sinon, on fait un concours d'éloquence sur celui qui fait le meilleur speech avec des gestes barrières. Hein, je pense que meilleur speech de prévention. Ah, ça va, ça va. Sinon, on peut faire un truc. C'est le concours du plus beau masque. Regardez celui que j'ai cousu la semaine dernière, comme il est trop beau. Ou sinon, on pourrait faire, je sais pas, une choré tous ensemble, ce serait sympa, non? On l'a déjà fait, ça, Gwen. Ah, désolée, ça a dû tomber pendant ma séance de cardio tout à l'heure. Bah, peut-être que si t'étais un tout petit peu plus concentré, ça irait mieux aussi, non? Oh, ça va, ça va. Et c'est elle qui dit ça. Quoi, y a un souci? Wow, wow, wow. non, mais attends. En fait, juste, vous choisissez une carte. Ok, non. On va se concentrer tant que ma box est encore vivante parce que je sais pas combien de temps ça va. Toujours les mêmes, ça. C'est bon là? T'es plus Mais détendu? vous allez arrêter, oui? Oh. Mais rentre pas dans ma chambre comme ça, toi. Ah, distanciation. Ah, lâche-nous, toi. Hein? Mais toi, lâche-toi. Mais Non, c'est mon quoi clavier. ça Non. Maintenant, ça suffit. C'est bon? Bon, alors, ça avance? Non. 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 Bon, ok, je suis désolé, il y a ma box qui a dû redémarrer. Par contre, du coup, je viens de voir un truc. Quoi? Quel truc? Qu'on est en retard pour Expresso? Qu'on est en pleine pandémie mondiale? Ou alors que j'ai complètement sous-estimé les stocks nécessaires de gel hydroalcoolique? On reste zen. Tout va bien se passer et on se recentre, s'il vous plaît. Franchement, vous devriez vous essayer au yoga, je vous assure que ça détend. Hein. Non, mais pour de vrai, là, on est sur le live, là, il y a tout le monde qui vient de voir la réu. Ah, mais c'était un sketch. Et le prochain sujet du contre-la-montre, c'est